Nous allons continuer faire l'approfondissement d'un panel que nous avons tenu au Festival de 1001 Bouffes au niveau du Centre Mahatma Gandhi le 6 mai 2023, dont la thématique c'est les protéines venant du règne animal, alternatives et écologiques, et comment on peut les valoriser et quelles sont leurs potentialités. Alors, cette extension de panel a été rendue disponible grâce à l'appui généreux de la GIZ et de la PNIN, la plateforme nationale de l'information sur la nutrition. Nous avons parmi nous aujourd'hui 3 panélistes. Il y a un 4e qui a dû présenter ses excuses pour raison de santé qui était venu un peu brusquement. Mais nous allons inviter les 3 panélistes qui sont là à se présenter. Donc, d'abord, nous invitons M. Abdulkader Issoufou de s'asseoir ici, qui est présent en présentiel. Et puis, nous invitons le colonel Hamissou Garba de venir nous rejoindre au niveau du panel. Et nous avons aussi M. Séverin Chibozo qui nous rejoint en ligne à partir du Bénin. Donc, chers panélistes, soyez les bienvenus. Merci. Et tout premièrement, on va faire un petit tour de table. On va vous demander de vous présenter de manière un peu succincte. Et aussi pour M. Issoufou et M. Chibozo, de donner aussi peut-être quelques réflexions sur le panel qui a eu lieu au Festival de 1001 Bouffes. Donc, on commence par demander à M. Abdulkader Issoufou de se présenter. Merci beaucoup, Joseph. Mon nom est Issoufou Abdulkader, donc je suis agronome, ingénieur agronome et entrepreneur agricole. Je suis le promoteur de la ferme Agri Innov Inspire, qui est dans la production agroécologique, la formation et le renforcement des capacités dans tout ce qui est question de chaîne de valeur agricole. Je suis doctorant aussi en économie agricole agro-business et j'interviens à l'université comme vacataire, aussi au Bénin, au centre Songhai. Merci. Moi, c'est donc le colonel Hamissou Manam Garba. J'ai un master en gestion des aires protégées. Donc, je suis actuellement coordinateur du projet gestion durable de la biodiversité et des aires protégées ici au Niger, notre siège ici à Niamey, et sur un financement PNUD. Et donc, là, je suis là en tant qu'analyste pour un peu parler de l'apport de la faune sauvage dans en fait, la nutrition de manière globale du pays. Donc, je vais m'arrêter là, peut-être au niveau, en fonction des débats, on va essayer d'approfondir. Je dois dire qu'on a travaillé avec Séverin, je ne sais pas s'il se rappelle. Il était venu évaluer le projet WAP micro, le projet WAP, je veux dire, projet des parcs et réseaux. Et donc, c'est Hamis, l'expert en biodiversité au Niger, si vous vous rappelez. On était. Je me rappelle bien du visage. Oui. Séverin Chibozo. Ok, donc on se connaît. Donc, on découvre à nouveau que le monde est très petit. Ouais, voilà, c'est ça. Et que ceux qui regardent dans la même direction finissent toujours par se retrouver. Ouais. Ça, c'est 2012, hein? Wow. Donc, ça fait 11 ans après, on se retrouve. Mais on dit que la bonne amitié est comme un bon vin. Plus il est dur, plus il prend de la bonne saveur. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, là, bon, j'ai mis le bonnet, c'est peut-être bon, il y a un peu de l'âge. Après 10 ans, quand même, on commence à fléchir là. Mais bon, voilà, mais on est toujours, c'est avec toujours la même vigueur. Ouais. C'est normal, hein? Donc, nous invitons M. Séverin aussi à se présenter. Ok, d'accord. Donc, déjà, mon nom c'est Séverin Chibozo. Je suis expert sur la
biodiversité, mais je travaille beaucoup sur les aliments, sur les aliments ancestraux, les insectes alimentaires dans plusieurs pays d'Afrique. C'est un peu ça. Voilà. Et nous avons écrit pas mal de documents sur les insectes alimentaires du monde. On a aussi fabriqué aussi des biscuits à base de la farine des insectes, c'est-à-dire les criquets, les chenilles, etc. Voilà. Donc, de façon ramassée, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vu que le colonel Amissou avait eu des empêchements pour participer au panel initial, nous allons commencer par le demander de nous présenter un peu qu'est-ce que la faune pourrait signifier au Niger, à son avis, pour les apports protéiques. Est-ce que la faune a des potentialités ou est-ce que la faune est seulement menacée et on doit se concentrer seulement sur sa protection et on ne peut rien faire d'autre avec elle? Parce que parfois, populairement, c'est l'impression que nous avons. Ok, merci de me donner cette occasion pour en parler. Je dois dire que j'étais d'abord, bon, comme on l'a dit brièvement, j'étais un des responsables au niveau du parc W, donc parc régional W qu'on partage avec le Bénin et le Burkina. Donc j'étais resté d'abord responsable de la section protection et surveillance. Et ensuite, bon, j'étais redevenu conservateur adjoint, et donc où j'étais pratiquement le responsable sur le champ, étant entendu que le conservateur est basé à Niamey et il gère un projet. Donc, je dois dire que vraiment, pour le commun des mortels, sinon des Nigériens, et les gens ne savent pas, en fait, l'utilité de la faune ou confondent un petit peu. Parce que c'est vrai que nous conservons, mais on ne conserve pas pour conserver. Vraiment, on conserve, c'est vrai, pour les générations actuelles, les futures. Mais avec une option de rationalité. Et très malheureusement, nous, on n'a pas cet esprit de gérer rationnellement. Et c'est ce qui fait que souvent, l'État, ou en tout cas les gouvernants, essaient d'intervenir pour pouvoir gérer. Mais sinon, normalement, même dans les temps passés, nos aïeux, il y avait des responsables des forêts, il y avait les responsables des terres, il y avait les... Donc, c'est une manière de répartir le travail afin de pouvoir amener les gens à se dire que ce n'est pas une ressource, je dirais, inestimable. Et ce n'est pas une ressource qui ne peut pas finir. Donc, c'est une ressource qui peut, si on s'abuse, qui peut partir. Alors, pour revenir véritablement à votre question, c'est qu'effectivement, on a toujours l'impression que bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sensibilisation, il n'y a pas eu beaucoup d'informations, de formation sur la gestion en tant que telle rationnelle de la faune, que les gens, dès qu'ils voient la faune, dès qu'ils voient les animaux sauvages, pour eux, c'est la nature, c'est inépuisable et il faut comment dire, utiliser, en profiter. Et donc, mais en profiter, justement, oui, mais de manière rationnelle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, avant, dès que tu sors de ta case, tu as une petite antilope, un petit gibier que tu chasses et puis tu reviens, c'est fini, c'est bon. Mais là, on a l'habitude de voir qu'aujourd'hui, il faut faire des centaines de kilomètres pour pouvoir même voir l'animal, la plupart raison, le chasser. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce qu'à un moment donné, on a mal géré, on a pensé que c'était une ressource inépuisable. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça finit. Et on est même arrivé à une raréfaction de certaines espèces. Non seulement il y a certaines qui ont complètement disparu, mais il y a celles qui restent là. Donc, on pense qu'elles sont en grand nombre là. Elles commencent à se rarifier. Et donc, je pense que c'est parce que, justement, on a perdu de vue cet aspect de rationalité. Mais si, pour un peu parer à cela, nous intervenons pour effectivement faire des plans d'aménagement et de gestion. Et maintenant, on va voir en fonction de ce qu'il y a comme ressources uniques, qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut mettre l'accent. Si c'est la restauration, on le fait. Si c'est l'exploitation, on le fait. Mais d'ores et déjà, en amont, la loi a intervenu pour pouvoir vraiment
définir, cadrer cette utilisation. Et c'est pourquoi souvent on se fait mal voir, parce que tout simplement les gens ne peuvent pas comprendre que quelque chose de naturel, que nous on intervient pour dire que non, non, on ne peut pas intervenir. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les buffles, les lions, les éléphants, les différentes sortes d'antilopes, pratiquement elles ne se retrouvent plus que dans les aires protégées. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est que le colon ou le colonisateur a déjà pensé que si jamais, au rythme où on va, au rythme d'une population galopante et tout, on risque un jour de ne plus se retrouver avec aucun gibier, aucun animal sauvage, parce que tout simplement, on va l'utiliser de manière irrationnelle. Et donc, en jetant les jalons de la création de ces aires protégées, c'est comme un réservoir. Mais on réserve pour qui? Pour nous-mêmes. Le temps que les gens comprennent un peu comment l'utilisation. Et l'État intervient aussi à travers les différents textes de loi pour pouvoir rationaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris des textes pour gérer, puisque la faune s'est tranchée à des endroits bien définis, qu'on appelle aires protégées. Après, celles qui restent ailleurs, là, on a pris des textes pour pouvoir amener les gens à la gérer, mais de manière rationnelle. Et c'est pourquoi on fixe des quotas. Donc, on dit aujourd'hui, d'abord, il faut ouvrir la chasse pour pouvoir maintenant aller exploiter légalement. Maintenant, légalement, on ne chasse pas dans les aires protégées, on va chasser dans des zones qu'on appelle zones banales. Et même pour les zones banales, on a décrit, il y a trois différentes catégories de chasse. La moyenne, la petite, la moyenne et la grande chasse. Et toujours, le législateur, pour éviter qu'on arrive à la catastrophe, la grande chasse correspondant au gros gibier, donc aux espèces de grands mammifères, elle est jusqu'à présent, depuis 1972, proscrite. On ne le fait pas. Tout ça, c'est une manière de gérer la ressource, pour pouvoir vraiment amener les gens à souvent voir même à quoi ressemble une antilope, à quoi ressemble telle espèce, afin de pouvoir maintenant, peut-être au niveau des générations futures, leur préserver ça. Alors donc, on est à ce stade. Et aujourd'hui, c'est que nous, les gens ne comprennent pas. Là où la faune s'est développée, par exemple, en Afrique de l'Est et du Sud, vraiment, les gens sont aujourd'hui à un stade de ce qu'on appelle le gam ranching, ou le coping. C'est quoi? C'est vraiment avoir un espace, comme l'élevage de la faune domestique, avoir un espace. On a un certain nombre d'espèces qui sont prisées, qu'elles peuvent être des carnivores ou des herbivores. Eh bien, on reproduit ces espèces. Ou les gens partent chasser, comme ça, dans la nature, les gens font les actes de chasse avec les armes et tout, ils pistent l'animal. Ou alors, on capture ces animaux-là, en ce qui concerne peut-être les herbivores, on appelle ça là, on les égorge et on vend la viande ou destinée à des restaurants ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des méthodes, mais quand on évalue, c'est que c'est quand même la différence entre la faune domestique et la faune sauvage, c'est que quand même la faune sauvage, on pense qu'elle mange une alimentation saine, naturelle. Et donc, qui dit naturel, donc dit bio et dit donc qualité. Et en termes, je ne sais pas si une fois quelqu'un a mangé la viande sauvage comme ça, mais la viande, elle est ferme. Et quand je dis ferme, c'est que pour un petit morceau, par exemple, vous allez mettre du temps à le mâcher pour l'avaler par rapport à la viande le bétail domestique, ou le chameau ou la vache. Et donc, c'est ça. Et donc, vous vous rendez compte qu'en termes d'apport nutritionnel ou nutritif, c'est que c'est évidemment cette viande-là qui va plus tenir que la viande du bétail domestique ou manger. Et puis, bon, en termes, je pense aussi calorifiques, ça va être la même chose. Parce que je pense que c'est vraiment une alimentation très saine. Mais quand on revient, c'est parce qu'effectivement, c'est vrai, les choses se sont raréfiées et que si on fait comment on peut l'appeler, le prorata, c'est qu'on a plus de bouches à nourrir par rapport à ce que nous avons comme capital. Et donc, son impact peut-être ne va pas être très significatif, mais il va être très sélectif et important. C'est-à-dire que si, pour une fois, en termes de gestion,
on permet à des gens qui n'ont jamais goûté à la viande sauvage, bon, qu'ils le fassent un jour, ils vont sentir comment on appelle, la différence, et ça va permettre aux gens de contribuer à la conservation. Et l'autre aspect aussi que les gens oublient, c'est aussi le côté, si vous voulez, patrimonial, le fait de sentir qu'on a telle espèce. Par exemple, le buffle. Il n'y a pas une très grande différence entre le buffle et la vache ou les zébus domestiques. Ils sont de la même famille, les bovidés. Et donc, mais c'est en termes de qualité, c'est que le zébu mange. Il est souvent nourri de manière artificielle ou de manière, il y a toujours un apport. Mais l'autre, c'est naturel, il mange que les herbes naturelles, il est dans son milieu naturel et donc c'est tout à fait normal qu'en termes de goût, la qualité, que ça soit un petit peu différent. Et je pense qu'en termes aussi d'apport nutritif, cette espèce animale sauvage va être un peu plus différente que celle domestique. Et donc, je disais que si jamais on essaie en termes de gens, par exemple pour le Nigérien qui est beaucoup plus, je dirais, carnassier, on mange beaucoup de viande, je pense que si vous lui préparez, il y a cette possibilité de le faire manger la viande sauvage, je crois qu'il va avoir beaucoup plus d'égards, beaucoup plus d'attention en ce qui concerne la conservation de cette espèce, de cette ressource que d'habitude. Parce que tout simplement, il va sentir que, bon, ceux qui sont habitués, vous savez, chez nous, si tellement les gens mangent de la viande qu'ils sont arrivés à un seuil où on va chercher, par exemple, on va dire, non, moi, je veux les côtelettes, non, moi, je veux... Donc, ça, c'est les signes des gens qui sont aisés, qui mangent tellement la chose. Maintenant, cette fois-ci, ils se rendent compte que c'est une espèce animale. Ils vont sentir que c'est un petit peu... Parce qu'ils sont habitués, ils peuvent faire un petit peu la différence. Ils peuvent faire un petit peu la différence entre sauvage et machin en termes de goût, parce qu'ils sont... Chaque jour que Dieu fait, ils mangent. Par contre, nos parents au niveau du village, bon, comme c'est des occasions rares, et, bon, ils peuvent ne pas forcément faire la différence si on ne leur dit pas que ça c'est sauvage, ça c'est... Et donc, je pense qu'il y a quand même, au niveau de ces zones où la faune aujourd'hui s'est retranchée, il y a un apport inestimable. Les gens n'évaluent pas parce que vous savez très bien, les éleveurs, ce n'est pas très facile pour un éleveur de prendre son animal égorgé pour manger. Il peut l'amener pour régler des petits problèmes au marché, le vendre, avoir de l'argent, payer un petit peu la pitance, payer les vivres. Mais ce n'est pas très bien. Mais si c'est comment on dit, des espèces sauvages, il est prêt à procurer, fut-il les volailles, pour pouvoir compenser ce manquement animal et protéinique là. Donc, je pense que ça aussi, si je n'ai pas d'études qui ont été faites, je ne connais pas, je n'ai pas connaissance, mais je pense que si on évalue, c'est quand même aux environs des aires protégées où aujourd'hui la faune sauvage s'est retranchée. Je pense qu'il y a un apport inestimable au niveau donc, des populations qui sont là-bas. Si on évalue, je pense que, en tout cas, ce n'est pas des gens, normalement, si on peut évaluer, qui peuvent avoir des carences alimentaires ou des carences protéiniques au niveau de la zone. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas quantifié, qu'on ne peut pas quantifier parce que tout simplement, souvent, ça se fait de manière frauduleuse. Et donc, ce n'est pas très évident de pouvoir évaluer ça. Mais je pense que ça a un apport assez intéressant. Si aujourd'hui, on dit que, bon, cet apport-là va cesser, parce que quoi qu'il en soit, quels qu'en soient les moyens que vous allez mettre, vous pouvez arriver à zéro braconnage. Vous ne pouvez pas, même en Afrique du Sud, on a vu des clôtures électriques et tous les gens ont traversé, ont coupé pour pouvoir s'en profiter parce qu'il y a une plus-value, il y a extrêmement... Et tu peux aller dans les supermarchés, payer ta viande et tout. Mais je pense qu'à partir du moment où les gens risquent leur vie et tout, même si on me dit que souvent c'est lié aussi aux capacités financières, mais il y a toujours quelque chose comme ça. Il y a quand même une certaine particularité, une certaine plus-value qu'on a au niveau de cette espèce de viande qu'il n'y a pas dans. Donc, je pense que si on revient sur l'apport de la faune, notamment sur les rations alimentaires, je crois que c'est quelque chose, si jamais on fait une étude au niveau
surtout, hein, je dis, au niveau des villages, des populations qui sont autour des aires protégées. Je crois que c'est quelque chose qui va être assez intéressant, qui va donner beaucoup d'informations, qui va être substantiel. Donc, vraiment, je ne sais pas si j'ai touché pratiquement, j'ai répondu à pratiquement ce que je peux. Sinon, on peut continuer à développer les choses pour pouvoir mieux faire, se faire, mieux comprendre. Je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup, colonel. Et je pense que ça suscite davantage d'interrogations et autres. Et je pense que c'est justement pour ça que ce genre de panel est là, pour qu'on continue à développer les échanges. Spontanément, j'aimerais toucher à une chose que vous avez dit. Vous avez parlé du fait que la faune est un patrimoine. Et ça me rappelle que, à l'origine, nous, les Nigériens, nous étions à majorité des chasseurs. Si nous reculons quelques 3-4 siècles dans l'histoire, la plupart de nos terroirs au Niger étaient surtout dominés par la chasse et la cueillette. Et la deuxième chose, je me rappelle avoir vu la carte Michelin routière du Niger vers les années 1950, je pense. Et c'était choquant pour moi, n'étant pas né à cette période, n'ayant pas connu le Niger en ce temps, de voir les symboles des animaux sauvages dessinés dans des endroits comme Aderbisinat, comme Abalak, Tawa, etc. Et de voir une faune vraiment impressionnante avec des sangliers, des éléphants, des girafes, des phacochars, oui, pardon, des guépards et je ne sais pas quoi d'autre, des différentes formes d'antilopes. Et regardant le Niger aujourd'hui, parfois j'ai envie de pleurer quand je vois la différence. Je me dis, mais qu'est-ce que nos ancêtres ont vu que maintenant nous ne voyons plus, les Autriches, etc. Ils ne sont plus là. Et on a toujours ce débat. Est-ce que c'était le changement climatique, la sécheresse, la désertification qui a causé ça? Est-ce que c'était l'excès de chasse et l'explosion démographique avec une gestion irraisonnable ou irrationnelle de ces animaux? Ou est-ce que c'était carrément la destruction des habitats? À votre avis, quelle est la cause de ce recul tragique de la faune au Niger? Merci. Vous avez vraiment touché tous les problèmes liés à la conservation de cette faune-là. C'est vrai que les causes sont de deux catégories, humaines et naturelles. D'abord, je vais m'appesantir sur les causes humaines. Les causes humaines, comme on l'a dit au départ, on n'était pas très nombreux. On n'était pas très nombreux et donc face à une ressource qui est assez importante. Donc on s'est amusé à apprendre sans aucune notion de rationalité, pensant que ça ne va pas finir. Je l'ai dit dans mon exposé introductif. À travers quoi? À travers la chasse, à travers même souvent vraiment une exploitation abusive. Par exemple, les espèces que vous avez citées. Souvent, pour les carnivores, on va me dire, mais comment est-ce que les carnivores sont partis? Parce que généralement, nous, en tant que, bon, peut-être musulmans ou en tant que, souvent, avec les rites, avec les totems, souvent, les gens n'aiment pas manger les carnivores. Ils préfèrent toujours les... Mais quand vous mangez les herbivores, c'est une chaîne alimentaire, ça fait en sorte que les carnivores qui mangent les herbivores vont partir. Et donc, à partir de ce moment, il y aura un déséquilibre et finalement, eux-mêmes, les carnivores vont partir. Donc, il y a toujours un ratio entre carnivores et herbivores. Et aussi, bien entendu, le milieu dans lequel ils sont. Donc, ce que les herbivores mangent aussi, il faut qu'ils trouvent bien, et ainsi de suite. Donc, pour des causes humaines, c'est vraiment anthropique, si vous voulez, c'est vraiment la chasse exagérée, la disparition de l'habitat, puisque les animaux, c'est comme nous sommes aussi des animaux. Donc, il faut que nous ayons des toits, il faut que nous dormions dans des... Et donc, il y a à partir du moment où on coupe beaucoup les arbres, il y a l'industrialisation, il y a toutes sortes d'exploitations et tout. Donc, ça fait que la faune va quitter l'endroit. Dès que le terrain est dénudé, il n'y a plus d'habitat, il n'y a plus d'abri. Donc, les animaux n'y restent pas. Ensuite, maintenant, l'autre cause, c'est les changements climatiques. À un moment donné, il pleut ici, il ne pleut pas beaucoup. On peut me dire que c'est toujours le milieu est toujours en équilibre avec lui-même, mais souvent,
ces premiers trucs aidants, donc cette gestion irrationnelle aidant, ça fait pencher la balance d'un côté. Et donc, finalement, les animaux ont commencé à se rarifier avec, bien entendu, l'augmentation exponentielle des populations. Vous savez qu'au Niger, on a le faible ou le triste taux de fécondité au monde, le plus élevé au monde. Et tout naturellement, on doit s'attendre à un déséquilibre assez important de ce genre. Et donc, ces animaux, vous avez vu, à un moment donné, en grand nombre, on a exploité jusqu'à on ne peut plus gérer. Si je vous prends l'exemple, certaines espèces qui sont ou qui ont disparu de notre temps. Par exemple, l'autruche là que vous voyez. Au départ, on avait un peu plus de 6 000 individus. 3 000 à 6 000 individus selon la littérature. Mais les derniers individus sont partis dans les années 98, si je ne m'abuse, avec la dernière crise du Nord. C'est parti. Alors, en son temps, les forces de défense et de sécurité et les populations, les gens racontaient pour l'autruche, vous savez, tout ce qu'il y a dans l'autruche n'est pas à jeter, y compris les plumes. Tout est médicinal, tout est utilisé. Mais il y a des gens qui chassent l'autruche juste pour avoir la cuisse. Ils prennent les deux cuisses et ils jettent. Donc ça, c'est alors que c'est un gaspillage énorme. Et donc, ils ont un grand animal comme ça, vous prenez juste 10% de l'animal. Et c'est comme ça qu'on a enseigné. Les autres espèces d'antilopes, ça fait le trafic. Nos collègues FDS, à un moment donné, on ravitaille Niamey, on ravitaille toutes les différents chefs là donc c'est ça aussi, ça. On aurait pu apprendre 2 ou 3 à la place de 40. Je vais vous interrompre un petit peu. Vous avez parlé du fait qu'on surexploite la ressource, et puis soudainement, vous venez nous mentionner qu'une grande partie de ce problème ne provient même pas de la population riveraine ou de la chasse traditionnelle, mais plutôt de porteurs de tenue qui devaient être ceux qui protègent et qui aident à garder le bon ordre et la bonne gestion des choses. Oui, je ne veux pas me focaliser, mais vous savez, ceux qui ont plus les moyens, la population en fait aussi, parce qu'avec leurs moyens de bord, mais les forces de l'ordre aussi, avec peut-être qu'ils ont des armes de guerre et c'est beaucoup plus facile de tuer 3-4 en un temps record que quelqu'un qui a une flèche ou un truc machin. Mais de manière globale, quand même, il faut comprendre que nous tous, on a contribué parce que chacun, dans son esprit, de son côté, comment on dit, il pense que ça n'est pas fini. De l'autre côté, au niveau de la population, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ont trafiqué, ils ont, comment on dit, organisé un trafic, braconnage, organisé un trafic pour ravitailler des zones qui n'ont rien à voir avec ce type de fonds-là. Par exemple, du côté W, ils font de l'exploitation, ils envoient vers le Nigeria, ravitailler les villages voisins ou qui sont un peu au-delà. Moyennant des petits sous. Et donc, vous avez vu, tout le monde a contribué, tout le monde, mais ça, c'est, je pense, par mes connaissances. Même le tourisme, si je ne me trompe pas, parce que parfois, nous avons eu même des formes de tourisme irresponsables où des personnes aisées sont venues pour faire de la chasse à grande échelle dans des zones comme Tanout, Tesquer, etc. Non, oui, ça, en fait, c'est pas... Ça, je pense que ce n'est pas très mauvais en soi parce que c'est sous l'égide normalement de l'administration. Les gens ont plutôt polémiqué, mais sinon c'était vraiment organisé par l'administration parce que ces gens qui viennent, c'est vrai qu'il y a la loi autorise pour ce type d'espèces qu'ils chassent un quota, c'est-à-dire par jour, un quota journalier, mais moyennant effectivement le paiement des redevances. Donc, faut pas, c'est pas des gens. Ça a été dans les normes. Normalement, maintenant, c'est quoi? C'est peut-être la manière dont ils sont arrivés que les gens disent souvent les gouvernants qui les invitent. Mais normalement, ils sont encadrés. En tout cas, au niveau technique, les gens mettent à leur disposition toute une organisation. Et au fur et à mesure, avant de partir, puisque la loi, le concept, ils payent leur permis de chasse. Ils partent chasser. Quand ils chassent, on fait le point, ils perdent ses redevances. Et puis c'est tout. Mais seulement, en fait, pourquoi les gens ne sentent pas l'impact, c'est parce que le coût, tel que la
programmer la loi, c'est devenu maintenant, ça devait être révisé, c'est devenu un peu dérisoire. Par exemple, si vous, certaines espèces, vous pouvez chasser jusqu'à 10 par jour, d'autres une vingtaine, et ainsi de suite, quoi. C'est comme ça, je n'ai pas... Donc, les tarifs n'ont pas suivi l'inflation. Exactement. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas valorisé la ressource afin de réellement sentir l'importance. Ils ont, comment on dit, beau venir financer, mais c'est parce que effectivement, c'est pas grand-chose par rapport, en tout cas, aux autres pays qui font de ça quand même un pan important des rentrées de devises. Et donc, c'est ça. Merci, colonel. Donc, je retiens un point très important. On a beau s'accuser, se pointer du doigt les uns aux autres pour dire que c'est eux les fautifs, c'est eux les coupables de la disparition de la faune. Mais ce que vous dites en principe, c'est que nous avons tous une part de responsabilité assez importante dans cette régression. Et c'est un problème commun et une responsabilité commune que nous portons. Alors, je vais passer la question à M. Abdulkader Issoufou. En vue de ce recul de la faune, on cherche à développer davantage donc, les animaux domestiques, les ressources protéiques et domestiques. Et Colonel nous a parlé de la différence de saveur entre la viande de la faune et la viande des animaux domestiques. Vous êtes éleveur de certains animaux comme les chèvres, les poissons, les cailles. Et le Niger, effectivement, est un grand consommateur de chèvres. Or, beaucoup de gens diront que la faune a plus de saveur. Pourquoi est-ce qu'on se rapproche tellement à la viande de chèvre et de mouton et de vaches en particulier dans ce pays, alors qu'il y a d'autres opportunités? Et vous exploitez aussi certaines de ces autres comme les cailles et les poissons, mais on ne les voit pas populaires au même degré. Qu'est-ce qui fait ça? Merci, Joseph. Moi, je pense que d'abord, il y a, naturellement, une dimension culturelle à la base, mais il y a surtout la disponibilité un peu plus importante de ces premiers-là, c'est-à-dire vraiment les caprins, les ovins. On en a suffisamment, donc on s'était beaucoup plus dirigé vers eux. Parce que, naturellement, on est un grand pays d'élevage et qu'il y a quand même assez de cheptels, d'où toute notre région alimentaire est beaucoup plus focalisée sur ça. En dehors de ça, il y a aussi la dimension quand même religieuse pour les ovins, parce que c'est avec ça que nous faisons les sacrifices. Quand il y a un baptême, la préférence, par exemple, pour les sacrifices, c'est d'abord les ovins, ensuite les caprins, ainsi de suite. Mais il y a aussi des aspects, à chaque fois qu'il y a un baptême, il est recommandé de gonzer un mouton. Donc, c'est rentré un peu dans la culture et que c'est, disons, la mère viande. Malheureusement, on fait nous-mêmes, on rentre dans notre propre, disons, erreur en choisissant, par exemple, entre même la viande du mouton à la place de la viande des chèvres, alors que la viande des chèvres est beaucoup plus... quand même nutritif, elle a moins des effets sur la santé humaine. Malheureusement, c'est moins de mauvaise graisse. De mauvaise graisse et aussi la fibre. Je pense les nutritionnistes diront beaucoup mieux, mais même religieusement, elle est beaucoup plus recommandée parce que c'est un peu dans la sunna de notre prophète. Maintenant, à côté, naturellement, il y a les autres sources de protéines, malheureusement, qui ne sont pas, comme vous l'avez souligné, assez bien valorisées. Même si, c'est nuancé parce qu'on a le poulet quand même local qui est assez consommé. Seulement, on n'envisage pas, en fait, à grande échelle, les autres options. Et parmi ces options, vous avez cité naturellement les cailles, qui ont quand même une prolifération assez rapide, assez extraordinaire et qui s'adaptent beaucoup à notre contexte. Nous, on est en train de les expérimenter et le résultat est impressionnant en termes disons, de croissance, en termes de multiplication et en lien avec ce contexte dans lequel il y a une augmentation de la population, chaque jour de nouvelles bouches à nourrir.
il va falloir qu'on mise sur ces potentialités. À côté de ça, il y a, disons, toutes les autres volailles qui ont aussi ce potentiel. Mais il y a aussi le poisson qui n'est pas, à mon avis, assez bien valorisé dans notre contexte par rapport à ailleurs. Malgré son potentiel de reproduction aussi, si on l'assiste, par exemple, nous, on fait l'insémination artificielle des silures et avec juste un noyau, c'est-à-dire un mâle et une femelle, vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 ou au-delà même de 20 000 aliments. Donc, susceptible, et ça, ce n'est pas une opération compliquée à faire. Malheureusement, nous ne sommes pas encore pleins dans ça. D'autres pays, c'est vrai que là-bas, le contexte étant beaucoup plus exigeant, c'est-à-dire par exemple pour le cas du Nigeria, il y a encore plus de bouches à nourrir. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés déjà à aller à un niveau assez avancé dans ces pratiques. Ça commence à naître chez nous, ça commence à prendre de l'ampleur, mais c'est surtout en fait la mise à l'échelle, c'est-à-dire les productions, quand elles sont isolées, l'impact n'est pas, il va falloir qu'il y ait suffisamment de personnes et surtout qui décident d'investir suffisamment pour qu'on puisse vraiment combler ces gaps entre les besoins locaux et la production. Donc, pour moi, ce sont vraiment d'autres pistes à envisager. Et tout à l'heure, quand le colonel parlait d'option d'élevage des animaux sauvages, c'est une idée qui m'était effleurée. Je me disais, je ne savais même pas qu'il y avait des concepts comme ça qui étaient développés ailleurs. Mais pour moi, je me disais que, alors, on a des antilopes qui sont en train de disparaître. On aime leur viande, on aime même avoir leur tête dans nos salons. Alors, pourquoi ne pas les élever carrément? Surtout qu'on n'a aucune contrainte d'espace. Je vous interromps un petit instant. Colonel, est-ce que la loi autoriserait de le faire? Parce que quand même, c'est une idée très intéressante que soulève M. Abdulkader. Oui, exactement. Puisqu'on parle souvent beaucoup de temps pour développer tous les différents aspects, c'est trop vaste. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'élevage non conventionnel. La loi l'autorise bel et bien. Et même dans le cadre de la chasse, c'est que les gens oublient la chasse, là. Il ne s'agit pas d'aller forcément tuer. La chasse, il y a des permis de capture. Donc, aller capturer pour venir faire l'élevage non conventionnel après. Oui. Et ça, même au-delà de même faire l'élevage contemplatif, amener ce que les gens veulent à la maison, on voit. Mais c'est qu'il y a une taxe qu'on prélève annuelle. Chaque mois, chaque taxe de détention. Il faut que vous vous présentiez ou quand même que vous signaliez que vous avez tel nombre d'antilopes ou tel nombre d'espèces autorisées. Et voilà, la loi a aussi défini combien vous devrez payer pour ça. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, nous aujourd'hui, c'est parce que les gens ne sont pas encore arrivés à cela. Mais sinon, il y a effectivement cette activité qu'on appelle l'élevage non conventionnel qui consiste à aller élever la faune, prendre les espèces de faune quelque part, que ce soit dans un milieu naturel qu'on peut appeler par exemple un game ranching pour pouvoir maintenant mettre ces animaux et les exploiter. Bon, souvent quand on a des moyens, c'est peut-être soutenir l'alimentation afin que ça puisse, qu'on puisse faire progresser, en tout cas qu'on puisse faire développer l'élevage facilement. Comme vous le savez, l'élevage, ça quand même, ça a un coût. Et donc, et maintenant, à partir de ce moment-là, vous pouvez essayer de revendre, ou en tout cas d'essayer de propager l'activité au niveau donc des autres composants. Donc, c'est quelque chose que la loi nous concède, mais qui n'est pas peut-être bien connu ou qui n'est pas très bien exploité pour pouvoir aller vers ça. Mais je dois dire que ce n'est pas toutes les espèces qui peuvent être élevées comme ça. Parce qu'il y a des espèces, vous savez, la loi aussi a inscrit les espèces de faune sur 3 listes. L'espèce, il y a des espèces qui sont intégralement protégées. Donc maintenant, même si elles sont des herbivores, on peut les manger. C'est qu'elles sont strictement protégées, intégralement protégées. Et même si on les élève, on n'a pas le droit de les égorger. Oui, non, vous ne pouvez même pas, on ne peut pas les élever pour comment on dit, les dispatcher comme ça.
parce que ça va créer une certaine confusion au niveau de la conservation. Mais maintenant, mais dans un cadre scientifique, on peut bien le faire. Par exemple, je vous parle des espèces comme gazelle d'Ama, donc la fameuse MENA, ou la Dax, donc, qui sont des espèces en voie de disparition au Niger et qui sont inscrites sur la liste des espèces intégralement protégées au Niger. Et donc, ces espèces, c'est de manière scientifique qu'on peut les exploiter, qu'on peut les reproduire. Maintenant, après, quand on va arriver à un certain seuil, c'est les remettre là où elles existent. Maintenant, on ne peut pas, vous, en tant que citoyen lambda, détenir ces espèces parce que la loi l'interdit. Donc, on ne peut autoriser leur exploitation ou leur élevage que dans un cadre purement scientifique, chercher tout pour pouvoir reproduire et réintroduire. Mais par contre, les autres espèces qui sont dans la liste partiellement protégées ou qui bénéficient des mesures de protection, donc là, vous pouvez, au niveau de la catégorie de ces espèces-là, essayer de les élever. Et pourquoi pas, par exemple, les pentades, par exemple, si vous avez la possibilité de maintenant, je ne sais pas, vous mettez sur le marché, ce n'est pas très évident que les gens sachent que ça, c'est sauvage, ça, c'est vrai pour les spécialistes, pour ceux qui sont, mais pour le commun des mortels, ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est pentade. Mais peut-être au niveau, souvent, de certaines, la taille, ou machin, les gens peuvent comprendre que de l'uniformité de la robe, quoi, les plumes, là, on peut essayer de distinguer ça, quoi, parce que là, c'est naturel, quoi. Mais la loi l'autorise et c'est ce qu'on appelle l'élevage non conventionnel. Mais maintenant, je pense que les gens sont en train, de plus en plus, comme Youssouf, en train de regarder de ce côté pour pouvoir vraiment essayer de l'exploiter. Mais c'est un domaine qui est resté. On a quelques femmes au Niger qui font, mais pas souvent des buts lucratifs. Ils sont toujours au stade d'élevage de reproduction. Maintenant, quand, par exemple, les gens vont disposer de grandes superficies et qui vont pour objectif de reproduire pour vendre, je crois que c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à sentir un peu l'impact. Et ça va maintenant justement jouer ça va influencer un peu, si vous voulez, sur l'apport protéinique au niveau des communautés. Parce que là, on le sent, par exemple, au cours des fêtes comment on appelle ça, là, des fêtes de Tabaski ou des fêtes de Ramadan, où les gens consomment énormément de volailles. Eh bien, si, par exemple, quelqu'un a une ferme hors de la ville, quelque part où les conditions sont un peu élevées, parce que les oiseaux, c'est quand même facile à élever. Bon, pour, je ne sais pas, 6 mois, quelque chose comme ça, maxi, ben, vous avez déjà le produit. Et je pense que vous pouvez mettre ça dans le marché pour pouvoir véritablement concurrencer ou casser le rythme de l'inflation au niveau des gens qui attendent au dernier moment pour amener et monter les enchères. Donc ça, c'est quand même des choses comme ça qui peuvent... Il y a aussi de l'autre côté où, par exemple, le francolin, vous parlez de caille. Caille, c'est importé, mais le francolin, je ne sais pas, vous pouvez aussi tester le francolin pour pouvoir vraiment avoir une idée de la périodicité ou en tout cas la capacité de reproduction de cette espèce. Là, c'est local, c'est vraiment naturel, national. Ça peut peut-être vous permettre... et là où vous n'avez pas besoin d'aller au niveau, par exemple, comment on appelle ça là, des aires protégées pour l'avoir. Et ensuite, les canards aussi, je pensais, parce que vous parlez de la pisciculture. Donc, il y a aussi un système d'exploitation entre, comment on appelle ça là, le poisson et les espèces de faune. On peut parler de, comment on appelle le terme là, pisciculture, la pisciculture associée à la volaille ou même à la culture du riz, par exemple. En Asie, aujourd'hui, ils font ça. Et ils ont des étangs. Souvent, ça devient comment vous appelez ça, les trucs pour l'exploitation du riz, là. Les rizières, merci. La riziculture, voilà le terme que je cherche. La riziculture. Donc, la culture du riz associée à l'élevage du poisson. Ça se fait donc. Et vous avez, par exemple, je sais qu'on n'a pas beaucoup de grandes étendues de machin, mais ceux qui sont au niveau du fleuve, les villages qui sont, ils peuvent bien le faire. Ils produisent leur riz. À un moment donné, à un niveau donné,
ils mettent le poisson, mais pas mais de manière, c'est des étangs. Ils mettent le poisson et à un moment si la production du riz est finie, le poisson peut prendre le machin, et ainsi de suite, c'est ainsi que le relais. Et même les canards, puisqu'il y a des sources de canards qui peuvent être autorisés à être battus, on dit qu'on n'exploite pas. Donc voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Donc cet aspect de la production s'appelle l'élevage non conventionnel. Merci. Merci pour cette contribution. Et donc, on va peut-être voir des pionniers de l'élevage comme M. Abdulkader Issoufou continuer à innover parce qu'il est dans l'innovation du système d'élevage nigérien. Et je constate que si on applique cette approche, on commence à tendre vers la recréation d'écosystèmes en miniature, plutôt que simplement des industries de production. Exactement. Et parlant des écosystèmes et tout ça, on va revenir à notre panéliste qui est en ligne, M. Séverin. Donc, oui, je vous écoute, oui. Vous avez entendu que la grande faune, elle a malheureusement beaucoup reculé au Niger pendant ces dernières 60 ans, ou peut-être il faut des 100 ans. Mais quand même, on doit avoir de la microfaune un peu partout. Est-ce que, à défaut de la suffisance de buffles pour manger, est-ce que dans le monde de nos plus petits amis, là, on peut trouver assez de protéines disponibles dans la nature? Oui, bien sûr. Je pense qu'en fait, le problème n'est pas seulement lié au Niger, hein. C'est un problème mondial. La première piste, c'est de revoir la démographie. Hein. Déjà, on a prévu être 9 milliards sur la Terre en 2050. Actuellement, nous sommes déjà environ... Oui, bien sûr. Nous sommes déjà à 8 milliards sur la Terre en 2022. On va dire qu'on a fait une prévision de 9 milliards en 2050. Donc, je pense que le gros problème qu'on a, c'est l'homme. Il faut que nous revoyions notre mode de vie. Vous voyez, les gens mangeaient aussi, pas que les insectes, hein, ils ont d'autres sources de protéines. Mais la récolte en nature, ce qu'on appelle, ça s'augmente de jour en jour. Parce qu'il n'y a plus tellement de gros gibier à pas prélever. On a revu le statut des aires protégées. Donc, en fait, en ce qui concerne les autres sources de protéines à trouver dans les insectes, c'est sûr qu'il y en a. Mais la ruée, elle est très forte. Parce que vu la démographie, beaucoup de gens courent vers ces ressources. Nous étions 7 espèces d'insectes comestibles au Niger. C'est sûr qu'auparavant, il y en avait plus. De jour en jour, nous avons toujours les recherches pour les consommer. Et chaque année qui passe, les prix s'augmentent. Les prix s'augmentent. Donc, c'est de revoir aussi à domestiquer tout ce qui est sauvage. C'est déjà bien, tout ce qui est sauvage. Donc, disons, en fait, l'homme a plus une tendance vers les gros gibiers. Donc, c'est de commencer par les petits antilopes d'abord, les petits antilopes, avant de passer aux insectes. Nous pouvons aussi les combiner aussi. Hein. On peut aussi les combiner aussi. Hein. Ce que les gens mangent aussi les gommes arabiques, on peut se planter les acacias, on peut aussi introduire les criquets qui vont se reproduire. Donc, l'homme peut ramasser aussi peut-être un peu dans sa gomme arabique et consommer aussi les insectes. Je pense que ce n'est pas le problème de l'industrialisation de la viande synthétique qui va résoudre le problème. Au contraire, ça va encore nous créer beaucoup plus de problèmes de santé. Vraiment, on n'aura plus de problèmes de santé. Donc, si nous prenons le cas des insectes de 2010 à ce jour, c'est sûr que les autres espèces ont disparu encore. On doit encore réévaluer le statut de ces espèces et continuer encore à inventorier ce que l'homme consomme comme insectes.
je sais que la part des protéines dans les fruitiers, dans la farine des fruitiers, elle tourne autour de 31%, donc précisément 31,8% la protéine. Maintenant, est-ce que ces protéines sont digestibles? On voit tout ça encore, hein, donc on a encore discuté, mais après, on peut quitter les protéines dans ces aliments sauvages. Est-ce que ça se digère? Vous voyez un peu ce que je dis, donc il y a encore beaucoup de trucs à faire. Donc je pense que l'urgence, c'est de mettre l'accent sur la domestication du sauvage, de ce qui est sauvage. Parce que nous avons tendance à plus aller vers les sauvages. Vous voyez, nous connaissons déjà la poulet de chair, le bœuf, tout ça, nous le connaissons. Donc l'accent, c'est de mettre l'accent sur tout ce qui est sauvage. Donc on peut bien combiner l'élevage des quatre pattes, tout ce qui est buffle, les antilopes, aussi les insectes, on peut faire une combinaison aussi. Donc vous voyez, donc c'est ça. Et si vous remarquez bien, chaque jour qui passe, les 6 pattes, c'est-à-dire tout ce qui est insecte, les prix augmentent parce qu'il n'y en a plus beaucoup en nature. Donc on doit vite les domestiquer. Ce qui est encore malheureux, je ne sais pas pourquoi on domestique ce qui est déjà fait ailleurs. Je pense que ce n'est pas ça aussi le problème. Je prends le cas des insectes, par exemple. Vous voyez, en Asie, les gens ils mangent beaucoup de grillons. Mais les Africains ne mangent pas trop de grillons. Parce qu'ils mangent ce qu'on appelle les cultures. Donc, c'est de commencer à faire la domestication villageoise. Vous voyez un peu la domestication villageoise, faire des tests en milieu villageois pour pouvoir essayer d'avoir des bases d'élevage pour pouvoir les agrandir plus tard. J'ai vu au niveau du Kenya, ils ont réussi la domestication des grillons, mais ils ne consomment pas beaucoup de grillons, qu'on appelle en Afrique, en Asie, oui. Donc, je pense que la première piste, il faut que déjà au niveau des curricula, des universités, des écoles d'enseignement, on commence par initier cette domestication, hein, en commençant par les antilopes, après passer aussi aux insectes. C'est priorité. Enfin, c'est une priorité. Ce que nous consommons au niveau local, ce que nous consommons dans chaque pays. Bon, donc de façon ramassée, je vais m'en arrêter là. Mais je voulais, Chibozo, je voulais un peu interagir sur ce que vous avez dit. Je n'ai pas vu, vous n'avez pas souligné, par exemple, il y a, même si c'est de manière, je crois, saisonnière, les éphémères. Je crois que c'est quand même aussi une espèce d'insecte qui est très bien prisée, je crois, dans vos pays, vers le Bénin, le Burkina, je pense peut-être, oui, et même le Niger. Mais seulement nous, l'espèce que nous avons, elle est moins grande que celle qu'il y a un petit peu dans les zones un peu plus forestières, je peux dire. Vous voyez ce que je dis, les éphémères, quand il pleut, les premières pluies, ou en tout cas pendant certaines périodes de la saison de pluie, il y a les insectes qui viennent, qui tombent la nuit ou le petit matin, quelque chose comme ça, et les gens essaient de les capturer avec des bassines d'eau remplie, et puis après ils collectent et elles perdent leur aile, et après c'est ça qu'ils frient pour consommer. Vous voyez, ça c'est quand même... Oui, vous voulez parler... Allez-y. Oui, je ne connais pas leur nom scientifique, le nom scientifique de cette espèce, mais le nom commun c'est les éphémères là, ouais, les petits insectes là. Oui, en fait, ce sont les termitellés, c'est le Macroptermes falciger. Voilà. Je pense que ça doit être c'est le sungi, je ne sais pas, est-ce que c'est en Hausa? Oui, c'est ça, le sungi, oui, c'est ça, exactement, voilà, c'est en Hausa. Voilà, donc ce sont des termitellés. Et si vous observez bien, chaque saison, ça diminue. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Et tout ça, c'est dû au mode de système d'exploitation agricole. Ouais. Vous voyez, en fait, dans nos champs, nous ne laissons plus les termitières. Ouais. On casse tout. On casse tout. Donc, s'il n'y a pas de termitières, on aura moins de termitelles. Parce qu'il faut que nous laissons dans nos champs toutes les termitières. Pour que ces termitelles que vous appelez
communément éphémères puissent se reproduire. Ouais. Et pendant la saison de pluie, qu'ils puissent se déplacer de cet héritier pour aller vers la lumière. Ouais, donc, il faut que nous revoyons notre mode de vie. Ouais. C'est ça le problème, c'est notre mode de vie. Donc, c'est ce que nous ne pensons. C'est comme ce que vous avez dit à l'entame de vos propos là, en disant que tout est lié à nous. En fait, c'est ça. Et nous, en tant qu'environnementalistes, on a l'habitude de dire, ou on dit toujours que vraiment la nature se régénère sur elle-même, se reconstruit sur elle-même, évolue entièrement. Mais dès qu'il y a l'intervention humaine, c'est que là, c'est un petit peu gâché. L'intervention humaine, souvent, elle n'est pas rationnelle, et donc c'est ce qui crée le déséquilibre. Donc, c'est vraiment juste pour ça. Voilà. Mais quand on parle de... Parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, je vais m'en arrêter là, il nous reste 2 minutes. OK. Quand on parle de l'intervention humaine qui déséquilibre les choses, on a aussi parfois des insectes qui viennent en excès. Par exemple, le criquet pèlerin qui devient envahissant suite au déséquilibre créé dans la nature par l'homme. Est-ce que ce n'est pas paradoxal que ce criquet pèlerin, on a tendance à ne pas l'exploiter parce que même les criquets qu'on mange ne sont pas de criquet pèlerin? Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre donc à exploiter ceux qui sont en excès plutôt que de surexploiter ceux qui sont sous pression excessive? Oui, en fait, non, le problème des criquets pèlerins, c'est parce que en fait, vous voyez, tout ce qui est sauvage, les criquets pondent les œufs dans le sol, autour de nos champs. Vous voyez, maintenant, autour de nos champs, nous ne laissons plus de jachère. On coupe tout. Et quand on coupe tout, en fait, ces essais vont se retrouver où? Ils n'ont plus de place. C'est pourquoi ils se déplacent maintenant en quantité pour nous envahir. Donc, ça aussi, on peut aussi les valoriser aussi dans l'alimentation de l'homme et des animaux aussi, mais à condition de voir aussi s'il n'y a pas des taux de toxicité aussi, hein, peut-être que il y a aussi des cas d'allergie aussi, hein. Mais une fois que c'est bouillanté, je pense qu'on réduit un peu, donc c'est normal, on doit tout valoriser, Mais c'est très complexe, hein, vous voyez un peu, il y a aussi cette mafia aussi, hein. Je produis les pesticides, il faut que je puisse les vendre quand même, hein, pour qu'on puisse lutter contre ces insectes, sinon je n'aurai pas d'argent. C'est comme le monde de malbouffe, hein. Vous voyez, il y a des industriels, je fabrique des médicaments, l'autre fabrique sa malbouffe. Pour rendre le peuple malade, je vends les médicaments. Donc c'est plus ça. Le problème, c'est très complexe. Donc l'un tricote et l'autre détricote. Vous avez compris. C'est une affaire de business. mais je pense que pour un petit peu aussi répondre à votre question, je crois que c'est comme ce qu'on a toujours dit, hein, il y a toujours au départ un déséquilibre. Parce que je pense qu'au départ, au moment où on avait nos grands-parents et tous nos aïeux, ils produisaient. Mais comme la nature est en équilibre avec elle-même, même s'il y a des criquets pèlerins, ils mangent quelque chose. Les criquets, ils mangent les feuilles, des machins, à défaut les grains. Hein. Et donc, je crois qu'ils essaient d'être en équilibre, puisque dans tous les cas, c'est comme nous. Ce n'est pas pour rien qu'il y a famine, ce n'est pas pour rien qu'il y a maladie, ce n'est pas pour rien qu'il y a guerre. C'est un mécanisme de régulation de la population. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça. Alors, si il n'y a pas ça là, on va être en surnombre et on va se manger, on va manger quoi? Donc c'est pour ça que la nature est faite de sorte qu'elle s'équilibre sur elle-même. Alors le criquet pèlerin là, si jamais la nature était en équilibre, qu'il y avait suffisamment d'habitat, de feuillage et de grains naturels, je crois que même quand il y a essaim, d'abord les déplacements vont se faire de manière ordonnée, ils vont monter sur un espace donné, ils mangent ce qu'ils vont, ils ne vont pas tout ravager. Mais c'est comme eux-mêmes, ils sont en déséquilibre, la nature est en déséquilibre, ils sont en grand nombre et là où ils vont, ils ne trouvent pas et donc ils essaient de manger tac et puis ça. Et puisque dans tous les cas aussi, c'est des espèces qui ont un cycle de vie assez court. Donc, qui fait que, bon, ils font ça et puis ils meurent et puis c'est fini, le cycle commence, ils ont déjà pondu des œufs et tout. Mais si la nature était en équilibre, d'abord, ils ne vont pas être en grand nombre comme ça, mais que la nature sera prête à les supporter pour pouvoir vraiment continuer un cycle comme ça. Là. Maintenant, on fait intervenir des produits chimiques et tout, on tue
certaines espèces, d'autres, et souvent ça influe même sur aussi les modes de production des végétaux de manière globale, et ça peut encore créer un autre déséquilibre qui n'est pas peut-être évalué et qui fait que ça aussi, ça a un impact sur la dégradation de l'environnement. Et en tuant ces criquets pèlerins par des moyens chimiques, est-ce qu'on ne tue pas aussi ces éphémères dont vous parliez, les criquets qui sont comestibles et qu'on a l'habitude de récolter, et les autres insectes qui nous sont utiles? Ou est-ce qu'on arrive à tuer sélectivement seulement les criquets pèlerins? Ah non, globalement, oui, c'est un ravage. Mais comme disent certains, on doit faire les œufs sans casser les œufs. Donc, les gens prennent ce qui les arrange. Les agriculteurs ou les agronomes prennent, ils optent pour tout ce qu'ils produisent, et tout ce qui va à l'encontre de la production, ils sont contre ça. Et c'est ce qui fait justement aujourd'hui que ça me fait appeler, ou ça me fait parler à un type de faune qui est extrêmement important, une espèce, les abeilles, qui contribuent à la colonisation, la colonisation maintenant, c'est vraiment, même pour les agronomes, c'est une activité assez importante, parce que c'est grâce à ça qu'ils ont la production. C'est grâce à ça qu'ils assurent leur production. Donc, si vous tuez ou vous éliminez des espèces colonisatrices, eh bien, ça va faire des problèmes. En cas aussi de déséquilibre naturel, parce que souvent, les pollinisateurs, il y a le vent, il y a ces insectes-là, ces différents insectes-là. Si vous utilisez les produits chimiques qui détruisent ces insectes, eh bien, donc, vous avez, je pense, je n'ai pas de pourcentage, mais vous avez quand même des productions, vous aurez des productions à moins. Et pour preuve, je crois que il y a 1 an ou 2 ici au Niger, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes parce qu'ils n'avaient pas planté. Mais à un moment donné, au niveau des zones où les gens, ces espèces-là, comment on appelle ça, d'abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs, je crois que si on utilise au niveau de l'agriculture des produits chimiques extrêmement chimiques, et c'est justement ce que l'État, ou en tout cas les producteurs ont compris, on est en train de mettre un peu de l'ordre dans l'utilisation de ces produits afin de pouvoir vraiment protéger l'environnement et régénérer, parce que les abeilles quand même qui sont, j'ai pas de chiffres, j'ai oublié les chiffres, mais ça prend une part importante de la population au niveau du règne végétal. Donc, tant que nous ne révisons pas, ne reformons pas la manière de faire l'agriculture, on est en train de produire une forme de nourriture d'un côté et détruire d'autres formes de nourriture d'un autre côté par le même mécanisme. Exactement, parce que je pense qu'en fait, il faut que nous continuions à planter davantage d'arbres. Nous ne plantons plus d'arbres. On plante davantage. Si nous plantons davantage d'arbres, ça coupe. Alors, on te suit. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, en fait, si nous plantons davantage d'arbres, nous sommes un peu épargnés de cet égard. Ou un peu, parce que quand on plante des arbres, tous les pollinisateurs, ils vont se retrouver sur les arbres, ils sont tranquilles. Même quand on passe les pesticides, ils trouvent toujours les habitats, ils se cachent quelque part. Donc, on doit, qu'on appelle, réensauvager encore le monde. Le monde n'est plus sauvage. Nous détruisons. Il faut que chaque agriculteur, pas seulement au Niger, dans le monde entier, puisse aussi planter des arbres. Hein? Et je pense que quelque part, les gens ils laissent les arbres utiles, c'est bien, mais il faut qu'ils continuent encore à les multiplier. Une fois que les arbres sont multipliés, on aura un peu une vie heureuse sur la terre. En fait, nous détruisons tout. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que vous touchez du doigt un véritable problème auquel vraiment on est en train de vouloir. En tout cas, on y pense depuis, et je pense que les gens ne sont pas encore prêts à l'adopter, quoi. En tout cas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est lié à l'habitat. Aujourd'hui, nous parlons en ce qui concerne, par exemple, nos aires protégées, ce qu'on appelle la remontée du front agricole. Donc, l'avancée du front agricole, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations qui sont autour des aires protégées ou qui sont dans leur champ habituel, on produit, les champs sont fatigués, ils ne pratiquent pas les méthodes culturelles conseillées, en fait. Donc, ils pensent qu'il faut exploiter au fond avec l'utilisation toujours des engrais, pesticides, et donc les sols sont appauvris.
Et donc, ils veulent défricher pour avoir de nouvelles terres de culture. Et tant entendu qu'ils ont de l'espace, ils estiment que c'est aussi des espaces qui sont libres pour eux. Et donc, ils ouvrent. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de grignoter, d'aller vers les aires protégées qui sont qui ont des statuts de protection juridique. Et ils sans le savoir ou exprès, ils le font et ils rentrent dedans. Et donc, le cycle recommence. Ils font les défrichements. Après le défrichement, les cultures. Après les cultures, les sols s'appauvrissent. Et puis après, c'est d'autres nouvelles terres qu'ils veulent. Donc, c'est tout ça la volonté. Mais sinon, au-delà de la plantation, c'est la solution, si tu veux, extrême. Mais sinon, toujours le sol peut régénérer sur lui-même, peut se régénérer sur lui-même. Donc, les parties des forêts, les parties des sols vraiment bien sauvages, ces parties-là, une fois que même en cas de feu de brousse, s'il n'y a pas d'intervention, mais s'il n'y a pas de défrichement, je crois que la régénération naturelle peut pousser spontanément et le sol, en quelques années, 2-3 ans, ça fait comme si rien n'a jamais passé là-bas, le feu ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est des techniques ou des machins de conservation qui peuvent être maintenues si les gens, à défaut de planter. Mais sinon, certaines espèces locales, quand même, il faut le reconnaître qu'elles ont comment on dit, un mode de progression lente. Et donc, si tu demandes aux paysans à tout ils vont être impatients, ils vont voir que ça ne produit pas et finalement, ils vont peut-être se décourager. Mais au niveau des champs, par exemple, nos champs qu'on cultive là, au moins remettre les espèces que nous avons. Maintenant, aujourd'hui, on a de plus en plus des pépinières privées, donc qui consistent à produire des plants et à élever des plants et à les planter au moment opportun afin de pouvoir compenser ce qu'on défriche. Parce qu'aujourd'hui aussi, de plus en plus, les paysans sont en train d'être conseillés pour faire ce qu'on appelle l'élagage naturel, donc ou la régénération naturelle assistée. Parce que tout ça, c'est des techniques pour pouvoir faire en sorte que aujourd'hui les champs ne doivent plus être dénudés complètement, puisque dans la pensée des gens, c'est l'ombre fait défaut à la production agricole et donc finalement, il faut tout défricher comme des terrains de foot afin de pouvoir produire. Donc les gens ont commencé à comprendre que non, il y a même des espèces entre guillemets qui sont symbiotiques, donc qui sont des légumineuses qui peuvent faciliter ou en tout cas enrichir le sol afin de pouvoir vraiment remonter la production agricole et donc avoir des rendements assez importants. Et donc, aujourd'hui, on est dans des genres de sensibilisation, même si les gens doivent planter. Donc, on ne doit plus planter des espèces exotiques telles que les eucalyptus, le nîmes et autres, mais plutôt planter des espèces locales dont on sait qu'ils ont une durée de vie assez importante et qui tiennent naturellement bien. Parce que ces autres espèces qu'on connaît exotiques ont souvent des inconvénients dont souvent on ne mesure pas. Et puis, colonel, les espèces exotiques, de ce que j'entends, ne sont pas bien synchronisées avec la faune. C'est-à-dire, les insectes et autres sont adaptés aux essences indigènes et ne retrouvent pas leur compte quand on met des eucalyptes et des limes. Oui, exactement. Oui, et puis dans tous les cas, c'est souvent, d'abord, non seulement c'est souvent dénaturer le milieu, parce qu'imaginez-vous, en plein parc ou en pleine réserve, vous retrouvez des limes ou des eucalyptus, c'est vraiment bizarre, c'est aberrant. Ce n'est même pas... Bon, je l'ai vu quelque part, toujours dans le cadre de l'expérimentation, des expérimentations, je veux dire. Récemment, je suis sorti d'un voyage, j'ai vu ça, mais j'ai trouvé ça quand même, les gens ont fait un petit peu preuve de légèreté, quoi. C'est-à-dire, au mieux, nous, on a utilisé les eucalyptus, le Nîmes, dans des sols dénudés ou au moment où on voulait faire des récupérations des terres. Là, on sait que c'est déjà gâté et il faut parer au plus pressé. Mais dans des zones où véritablement il reste encore de l'habitat, il reste encore des peuplements végétaux assez, je dirais, assez authentique, assez naturel. Oui, et donc on ne devrait pas, rien ne nous pousse à mettre des espèces exotiques là-bas qui vont dénaturer la chose. Mais quelque part, j'ai vu ça ailleurs. Bon, peut-être que maintenant les gens sont en train de le regretter, alors qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'ils ont eu des financements et qu'ils voulaient forcément à tout prix consommer et tout, ils sont arrivés à le faire. Oui. Sinon, ça ne peut pas s'expliquer. Là où il y a des... comment on dit, les sabara, quelle autre espèce? Le calgo, oui,
ainsi de suite. Donc, qu'on vienne mettre de l'eucalyptus, ça n'a même pas de sens. Ce n'est pas le milieu. Et les eucalyptus, vraiment, je suis désolé de le dire, nos anciens l'ont utilisé vraiment à l'importance. Bon, peut-être que c'est par parce que c'est un peu ce qu'ils font. Et les gens ont commis des erreurs, ils les ont mis dans des bas-fonds, dans des rizières, au point où vraiment aujourd'hui, je pense que ça compte beaucoup, bien que l'eau est là en certaines mesures où on va avoir senti ce manque-là, les gens vont se poser des questions comment à ce moment-là. Donc je crois qu'il faut que les gens continuent à
c'est intégralement protégé par conséquent. Même si vous allez chasser des animaux, c'est faire une braconage. Vous allez essayer de vous cacher pour pouvoir exploiter la chose. Désolé, on va utiliser votre le microphone et celui-ci. Ça s'est coupé. Donc, vous pouvez continuer à parler. OK. Donc, voilà. Je voulais demander si on a des gens dans l'audience. Effectivement. Oui, allez-y, M. Sévérin. Dans le cas des petits mammifères, je ne sais pas si au niveau du Niger, il y a aussi des domestications comme au Bénin, ils ont fait pour le lapin, par exemple. Donc, non. Tu sais, au Niger, on a beaucoup de viande, si je peux m'exprimer ainsi. Effectivement, non, on n'est pas encore arrivé. Au niveau de l'élevage non conventionnel, je crois qu'au Bénin, c'est l'une des activités phares, hein, l'élevage chez des olapodes. Mais nous, malheureusement, ici, c'est pas ça. Et pour quelqu'un qui rentre au Bénin la première fois, un Nigérien, il est souvent choqué de voir sur le bord de la route, on expose les olapodes et machins qui ne sont pas forcément pour vendre, mais surtout les olapodes, quoi, ou les rats, là. Donc, les rongeurs. Les rongeurs, là. Et donc, c'est bon, ça choque un peu pour quelqu'un qui n'a jamais, qui se dit, mais comment, voilà la viande des moutons, des chèvres et tout, pourquoi les gens vont vendre. Donc, on n'a pas, en fait, cette habitude alimentaire, quoi. Mais peut-être au niveau des villages, pour les rats, oui, à défaut d'avoir des gros gibiers, je crois qu'ils s'en consomment. Mais les serpents aussi, on n'a pas cette habitude. Hein. Mais je pense que pour des gens qui ont découvert cette viande-là, je crois que c'est assez intéressant et s'ils arrivent à faire le distinguo entre les espèces de serpents venimeuses et non, je crois qu'ils vont essayer de se rabattre sur ça. Donc, nous allons laisser une petite ouverture à l'audience. Si parmi l'audience en ligne, il y a des personnes qui souhaiteraient intervenir, on vous demande de lever la main. Et aussi dans la salle, s'il y aurait des personnes qui aimeraient poser une question ou faire une petite intervention. Oui, j'ai proposé que M. Diadi, qui est notre coordinateur de la recherche au niveau de Tawa, puisse intervenir. Je vois qu'il vient de mettre des commentaires. Diadi, si tu es là, tu peux faire des interventions. Ton micro est ouvert. Et on dirait qu'il est barré, le micro de Diadi. Mais c'est celui qui l'a. Oui. Oui. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me recevez ou pas parce que j'ai... Nous n'entendons pas M. Diadi, mais apparemment le système l'entend parce qu'il est en train de transcrire les mots silencieux de Diadi. Voilà, si... Ok, d'accord. Donc, je disais que c'est par rapport à l'intervention du colonel tout à l'heure. Peut-être qu'il faut couper le microphone. À vous, Diadi. D'accord, vous me recevez maintenant? Voilà, donc je disais, c'est par rapport à l'intervention du colonel tout à l'heure là, donc sur le déséquilibre là par rapport à ce qui se passe au niveau des différents villages à ce moment. Donc nous, à Tawa, dans le cadre de la mise en œuvre des activités, on a une activité sur la régénération naturelle assistée. Nous avions eu à mener des campagnes d'infosensibilisation par rapport à cette activité-là. Et effectivement, dans tous les villages où nous avons eu à effectuer cette activité, c'est vraiment comme le colonel l'a notifié. Et la communauté nous dit qu'avant, dans le passé, les animaux rôdaient vraiment autour des villages. Ils étaient vraiment visibles autour des villages, mais avec
cette même mise-là à travers l'abattage des arbres dans le but de créer beaucoup plus d'espace pour avoir les champs et les habitations. Donc, la faune s'est retirée au jour le jour. Mais vraiment, avec la technologie là, de la RNA que nous sommes en train de mettre en œuvre au niveau de nos différents villages d'intervention, ces mêmes gens-là nous font savoir que cette faune-là est en train de se réinstaller encore, même si c'est à petit vie quand même, mais ils sont en train de ressentir la présence de cette faune-là. Donc, c'était ça vraiment mon intervention, ce que je voulais appuyer par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Merci à vous. Merci, Jadi. Et je voulais ajouter. Ok. C'est bon? Ok, donc je voulais ajouter sur ce que vous avez, votre témoignage là. Effectivement, pas très loin de vous, Kéta, donc le département de Kéta ou la région de Kéta a connu, comme tout le monde le sait, dans les années 80, un phénomène de désertification de sécheresse qui a fait en sorte que souvent même certaines populations se sont déplacées de leur village vers les grandes villes et tout. Donc, il y a eu un projet qui est intervenu, le fameux projet Ketala, sous un financement des Italiens, de la FAO. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'on est parti des collines ou des montagnes dénudées complètement. Aujourd'hui, on a reverdi pratiquement toutes ces zones-là. Des dunes ont été fixées, des terres ont été récupérées, les berges, avant il y avait des grands, vous savez qu'il était aussi dans la Maja, ce qu'on appelle la Maja. Donc, dès qu'il pleut, l'eau est charriée sur des grandes parties et ça creuse des grands ravins, des ruissellements et tout. Donc, on a fixé, on a stabilisé des berges de ces grands coris-là. Hein, et aujourd'hui, il y a eu des récupérations des terres. Aujourd'hui, c'est les populations qui témoignent que la faune, la petite faune, la petite faune est revenue. Les lièvres sont là, les pintades sont là au niveau de ces zones qui ont été récupérées. Donc, c'est pour juste corroborer ce que vous avez dit. Et il faut seulement être patient. Et je crois que ça va se faire d'ici là. Et j'ai aussi vu en 2021, je crois, on est parti, même avec la ministre de l'Environnement, on est parti en tournée à l'intérieur du pays vers Elela, la région de... Là, je ne sais pas si c'est là-bas, mais il y a eu, je crois, un projet qui a intervenu au niveau, je pense, c'est quel village là. En tout cas, donc on a visité des récupérations des terres, des travaux où les gens ont récupéré des terres sur glacier, hein, mais je crois que les gens nous ont confirmé, on a écouté des paysans qui nous ont dit que oui, les lièvres sont déjà là, et comment on appelle ça là, les pintades. Les pintades, nous, on a été témoins, puisque quand on a approché un buisson, il y avait quelques individus qui se sont envolés. Donc, ça, je pense que c'est de notoriété publique, hein, c'est connu. Une fois que vous restaurez l'habitat de la faune, et je crois que souvent, sans même la réintroduire, je crois que petit à petit, elle va, puisque les volailles, dans un premier temps, ou les volatiles essaient de se pavaner, et dès qu'ils trouvent le milieu quand même adéquat, ils n'hésiteraient pas à s'abriter, quoi, donc à être là, quoi. Donc, c'est vraiment juste ce que vous avez dit, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, colonel. Le temps... Si vous permettez, parce que les sources de protéines dépendent aussi des arbres aussi. Hein. C'est très important. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des documents ou des rapports, il doit en avoir. Ce que nous domestiquons, que nous nourrissons, n'ont pas les mêmes taux de protéines que ce que les animaux consomment dans les milieux sauvages. Et tout ça, donc, c'est lié aux arbres. Oui. Mais si on parle même, ça veut dire que depuis longtemps, on s'est focalisé sur la protéine animale, alors qu'il y a la protéine végétale aussi, qu'il faut, si on veut, on peut en parler. Et tout le monde sait aujourd'hui que, effectivement, il y a le fameux, je ne sais pas si vous aussi vous connaissez le fameux Copto, hein, que tous les Nigériens mangent, et qui est quand même, à défaut de manger de la viande ou des machins, vous mangez un très bon Copto assaisonné.
vous n'avez rien à faire que de boire de l'eau toute la journée. C'est le moringa? Le moringa, oui, bien sûr. Le moringa, c'est la plus connue. Mais nous, on est allé au-delà de moringa, quoi, parce que il y en a plusieurs espèces pour des zones en fonction de là où on est. Moringa, ça s'est, comme on dit, apprivoisé, parce que ça s'est carrément on l'a domestiqué, les gens font maintenant du commerce véritable. Maintenant, les gens, au lieu de produire souvent les légumes et autres, ils préfèrent mettre des champs de moringa, et ils vendent sur place. Et les gars viennent et tu l'as toutes les 2 semaines, tu récoltes, tu vends. C'est des centaines de mille. À Niamey, les gens, les jardins qui sont autour de la ville de Niamey, au bord du fleuve et tout, c'est comme ça que les gens font. Au lieu de mettre de la salade, la laitue et autres, ils préfèrent faire ça. Et puis, hop, tu viens sur le champ, on te donne l'argent et puis le gars récolte. Et dans 2 semaines, c'est la même chose. Donc, ça, eh bien, il y a d'autres protéines végétales au niveau des régions qui sont pesées et qui sont souvent pendant cette période, maintenant, il y a des espèces d'herbacées qui sortent, qui sont très, très riches et très, très, comment on dit, délicieux. Tels que les tabadei. Tabadei, j'ai un petit peu oublié son nom scientifique. Il y a le... Le graminé, c'est ça? Tabadei. Donc... Le graminé? Tabadei. Ce sont des graminées? Oui, c'est des graminées. C'est des graminées. Il y a aussi l'Antada africana tausa. Il y a bien de machines qui sont bien prisées, mais qui ne sortent que pendant souvent la période hivernale. Mais le moringa, lui, il est annuel. Il y a le tapinanthus. Je crois que le tapinanthus, c'est le caoutchouc. Donc, le tapinanthus, lui, il est... En fait, c'est ce que nous appelons au niveau donc, de la foresterie, les espèces... comment vous appelez parasitaires. Donc, c'est ça, en fait, le caoutchouc. C'est des espèces qui sortent sur des hôtes, sur des arbres. Et bon, le caoutchouc, il y en a plusieurs, de plusieurs variétés. Il y a ceux qui sortent sur les, comment on appelle, les fucus, ceux qui sortent sur les différentes... Selon l'espèce, ces espèces sont prisées ou pas. Il y a souvent même ceux qui sont utilisés dans les trucs pharmacopées, dans tout ce que tu connais comme... c'est pas gris-gris et autres, quoi. Donc, c'est bien. Donc, ça, c'est vraiment pour les paysans qui sont au niveau des... Ils connaissent très bien, ils attendent la période, surtout pour... Il y a aussi comment on dit, un truc alimentaire, un repas que nos parents, Sonrai, Zarma, qui sont prisés, le dambou. Le dambou est fait à base de certaines espèces feuilles, de certaines espèces bien prisées de la région dans laquelle les gens sont. Donc, en cette période hivernale, c'est vraiment l'alimentation fondamentale au niveau des villages. Les gars ne se cassent pas la tête. Ils font des brisures ou du riz, ou de mil, ou de maïs. Et donc, ils mixent, ils mélangent une espèce de salade avec les feuilles de ces espèces, comment on appelle ça là, végétales, protéiniques, puisque c'est pas pour rien. Ils savent que ça a un apport protéinique au niveau donc, de la communauté. Et donc, ils mixent ça et ils mangent sous forme de salade, sous forme de repas du midi ou du soir. Donc, le règne animal n'est pas du tout la seule source de protéines pour la nutrition humaine et doit plutôt servir d'un complément à celle que nous obtenons du règne végétal que de chercher d'en faire ça, le SINAC qu'on nomme de l'apport protéique. Est-ce que je vous comprends bien dans ce sens? Oui, bien sûr, mieux. Je ne veux pas être à l'encontre de mon ami Youssouf par rapport... aussi, oui, mais je tiens à dire qu'au niveau de protéines végétales, il y a ce qu'on appelle le cholestérol. Et donc, ça nuit d'un côté à la santé. Alors que vous avez beau manger du copto, ça va bien au contraire, ça va vous assainir le corps. Et donc, au niveau de la protéine végétale, pas de cholestérol. Y a-t-il une différence d'ailleurs en cholestérol entre les viandes des animaux domestiques et les viandes des animaux sauvages, ou est-ce que c'est mal maîtrisé cette question? Bon, c'est mal maîtrisé, mais je constate pour nous, par expérience, que tous les conservateurs des aires protégées, en général, qui se sont laissés aller,
ils développent la maladie liée à la consommation de la viande. Donc, l'acide urique, là, il a un impact sur la santé, notamment au niveau des articulations. Et donc, que les gens, je ne sais pas, les médecins ou les gens de la santé, ce qu'ils appellent. Mais nous, en termes communs, ils appellent, on dit goutte. Ouais. Et donc, c'est une maladie que les gens qui consomment régulièrement beaucoup de viande développent. Et la viande rouge, naturellement. Et donc, je constate que moi, je connais pas mal d'amis conservateurs, pas du Niger, mais des pays dans le monde et qui ont développé cette maladie-là. Donc, j'ai compris que c'est des gars qui se sont trop laissés puisque la viande est... Puisque souvent, quand vous attrapez, comment on dit, la viande, vous... des braconniers ou quelque chose comme ça, bon, les gens peuvent en consommer. Ou de temps en temps, vous trouvez un animal peut-être comme ça occasionnellement, les braconniers ont abattu ou quelque chose comme ça, ils ont fui, ben vous en procurez quelque chose comme ça. Donc, ils ont quand même un petit peu facile, ils ont accès à la viande facile et donc ils se sont un petit peu laissés aller et ils ont fini souvent par développer cette maladie. Donc, je crois que c'est lié à la consommation de la viande. Mais si c'est les protéines végétales, il n'y a pas de risque. On a une question de l'audience. On va passer la parole à monsieur. Voulez-vous vous présenter Est-ce que vous pourriez peut-être vous rapprocher pour que le système puisse enregistrer votre audio? Je voudrais juste afficher les produits par rapport à aliments. Il faut vous rapprocher davantage. Le micro ne capte pas bien. Et pour appuyer les propos du colonel par rapport aux différentes espèces herbacées présentes qui sont riches en pays. Et il a cité quelques-unes. Donc, je voudrais savoir, est-ce que actuellement, il y a certaines espèces qu'on connaissait déjà, il y a l'IA par exemple. Est-ce qu'elles font partie de ces espèces-là qui sont riches parce qu'elles sont également les appréciées dans les communautés, surtout comme ça, je connais, je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait partie de cette catégorie d'espèces herbacées très riches? Tout à fait, parce qu'il y a mieux que les autres d'ailleurs, il y a vous pouvez la consommer directement. Ouais. Moi, quand on était petit, en brousse, tu as un peu un creux, tu as un peu faim, ben tu t'amuses, hein, tu prends beaucoup, tu bois l'eau et puis c'est bon. Sans avoir à mettre les ingrédients genre vinaigre, tigadiga et autres. Là, tu consommes, tu prends ça et puis tu consommes, tu bois de l'eau. Ça te fait une petite salade, quoi. Donc, je pense que sans avoir la prétention de connaître son apport nutritif en termes de protéines, mais je pense que c'est dès lors que pour aider M. Séverin, on précise qu'on parle de l'Heptadenia hastata. Oui, l'Heptadenia hastata. C'est vrai, peut-être que tu as des informations par rapport à... Et je disais à notre collègue ici présent, il demande est-ce que ça a un apport nutritif au niveau donc, des gens qui la consomment. J'ai dit, en tout cas, moi, j'ai pris une petite anecdote quand on était petit. Même quand on a un petit peu un creux, on n'hésite pas à prendre quelques feuilles et on finit avec un petit peu d'eau et puis c'est bon. Le tour est joué, quoi. Donc, ça, en tout cas, ça, c'est directement sans aucun ingrédient, quoi. On mange ça. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai... Et vous savez, finalement, il y a une concurrence entre les animaux et nous. Donc, oui, parce que nous recherchons tous de protéines. Ouais. Les insectes, tout ce qui est petit mammifère, l'homme aussi, ils vont vers les arbres. Donc, l'arbre est au centre de tout ce que nous discutons. Parce que nous allons vers les arbres pour chercher les protéines. Vous voyez un peu, donc nous avons obligation de planter davantage d'arbres. Donc, monsieur Séverin, est-ce que l'arbre est en quelque sorte l'épine dorsale de toutes ces formes de vie
Bien sûr. Je vous donne tout de suite un exemple. Si nous prenons les chenilles de karité, par exemple, les chenilles de karité ont un taux protéique plus élevé que, que la farine de criquet, par exemple. Vous voyez, sur l'arbre de karité, il y a plein de nutriments. Parce que, en fait, le taux de protéines brutes de la farine des chenilles de karité, ça fait 38,8%. Celle des criquets, ça fait 31,8%. Ça veut dire qu'au niveau des graminées, il y a moins de protéines que sur les arbres. Donc, l'arbre est au centre de tout ce que nous discutons. Nous avons intérêt à planter plus d'arbres. Donc, s'il n'y a pas d'arbres, nous n'avons pas de protéines. Hein. Même ceux qui font des élevages industriels, ils vont chercher du soja. Donc, vous voyez donc les plantes sont nécessaires. Je pense que les plantes sont la première source de protéines dans le monde entier. Nous revenons tous vers les arbres pour chercher nos protéines. Vous voyez, les animaux vont chercher les protéines sur les arbres. Nous cherchons les protéines, c'est-à-dire l'homme, en consommant ces animaux et aussi en consommant les arbres. Je ne sais pas si vous fait comprendre. Hein? Oh, oui, on comprend très bien. Très bien. Oh, ouais. Merci beaucoup. Oui, donc. Merci beaucoup, M. Séverin. Le temps avance vite et les débats sont très intéressants. Mais je pense qu'on est à l'heure de devoir conclure notre panel. Ah, oui. Donc, je vais vous demander chacun de donner vos mots finaux et surtout de vous donner les recommandations pour donner des perspectives d'avenir sur des protéines animales écologiques pour l'avenir pour le Niger. Donc, je vous laisse passer à tour de rôle pour donner vos... Ok, merci Gabi. Et moi, je pense que je saisis cette opportunité pour attirer l'attention de la communauté et surtout les gens qui ont les moyens de chasser. C'est que c'est quand même important la conservation. Parce que si on ne conserve pas, on ne peut pas chasser. Et donc, pour chasser, il faut quand même respecter les règles qui sont établies. C'est pas parce que vous êtes, vous avez pris le permis, vous avez essayé de vous approcher ou de respecter la légalité, mais vous devrez rester en toute âme et conscience comme un gestionnaire de la ressource en respectant tel que c'est prescrit le permis que vous avez et qui vous autorise à chasser, en respectant tous les quotas possibles et en évitant de gaspiller parce que souvent, ce qu'on présente, c'est pas ce qu'on a chassé exactement, quoi. Et puis, si on a un permis de petite chasse, on s'en tient à la petite chasse et si c'est la moindre chasse, on s'en tient. Dans tous les cas, pour les gros gibiers, pour le moment, on estime que, étant entendu que nous avons nos collègues de l'élevage et qui ont des gros ruminants, on a suffisamment au Niger de bétail domestique qu'on peut, à défaut d'avoir le gibier de consommer, et donc d'essayer, en tout cas, d'éviter le braconnage des grands mammifères qui n'est jusqu'à présent pas autorisé. C'est-à-dire que, sauf en cas de menace, par exemple, un buffle qui menace un village ou une espèce particulière comme ça. Mais sinon, en gros, c'est vraiment proscrit, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de raison. Exceptionnellement, quand ça menace, l'administration qui a en charge la faune essaie de trouver un créneau pour organiser la chasse et éliminer l'espèce de faune qui menace. L'animal dangereux. Donc, c'est la même chose qu'au niveau, par exemple, des hippopotames, où quelque part, les gens font une petite polémique en ce qui concerne, en fait, leur nombre élevé et donc les attaques, les menaces qu'ils font. Il faut le dire. Donc, c'est comme ça, il faut vivre en harmonie avec la biodiversité afin que vraiment nous puissions la conserver pour nous-mêmes et les générations futures. Et pardonnez-moi, si nous voudrions pouvoir faire plus de chasse dans l'avenir, est-ce que c'est vers des solutions comme le game ranching que nous devons nous orienter ou c'est de réformer l'agriculture? Qu'est-ce qui permettrait
aussi un meilleur essor de la faune dans le moyen et le long terme? Les deux, dans tous les cas, on peut bien faire les deux. C'est-à-dire que essayer de respecter la légalité, puisque le législateur a balisé. Et donc, essayer de... puisque dans tous les cas, la chasse, souvent pour nos pays qui ont des revenus, je peux dire, intermédiaires, c'est pas donné. Mais il y a, en fonction des rites et coutumes de certaines zones, la loi autorise à faire cette chasse coutumière-là. Donc, une fois, ou selon les situations, une fois qu'ils font la demande, puisque les textes le disent, afin de pouvoir permettre. Parce que le groupe Indagi que vous entendez là, je ne sais pas si vous avez appris, Verconi, par exemple, ou dans certaines régions, je crois, vers Maradi et même Zender, il y a souvent un rite qui consiste à aller chasser pour essayer de faire des prévisions de ce que devrait être l'année prochaine. Donc, l'animal, le premier animal qu'on rencontre, qu'on abat, c'est un rite, je ne sais plus maintenant s'ils le font, mais je sais qu'à Kony, c'est sacré, ils le font. Et donc, ils abattent l'animal, et dès qu'on ouvre son ventre, en fait, ils font des prédications, ils disent que bon, l'année va être bonne ou mauvaise selon ce qu'ils ont, leur science, quoi. Et donc, ça, c'est des choses, et s'il n'y a pas la faune, si on ne pose pas la faune, cette activité culturelle ne pourrait pas se faire. Et donc, c'est vachement important. Et c'est à partir de ce moment qu'ils envoient, ils disent qu'au Niger, il n'y aura pas famine, ou il y aura famine, ou bien il faut comprendre telle ou telle disposition pour éviter telle ou telle situation sociale. Donc, ça, c'est... Alors, pour ceux qui... Ça, c'est la communauté. Ça, c'est le droit légal à la communauté de disposer de ces ressources. Maintenant, pour ceux qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est de les demander de respecter leur permis conformément à ce qu'ils ont, puisque c'est plusieurs types. Et généralement, ils viennent pour la petite chasse, donc les outards. Alors, il faut respecter les quotas, il faut respecter les zones où c'est, puisqu'on ne chasse pas dans les herbes, donc éviter d'aller. On sait pertinemment que là où on est, on n'a pas, mais c'est avec un peu de patience. Et la chasse, c'est pas chaque fois, c'est comme la pêche, c'est pas chaque fois que je pêche, je dois avoir. En général, c'est une chasse sportive. C'est pas une chasse. Non, non, c'est le fait, l'acte même, rien que le fait de poursuivre l'animal, de rater ou de l'avoir, machin, c'est ça, c'est ce sport-là. Quand on dit chasse sportive, c'est ça c'est ça la valeur. Vous n'êtes pas sans savoir que souvent pour les grands pêcheurs professionnels, c'est pas, tu le verras pas avec une thermos hein, pour pêcher et mettre une glacière. Non, non. Le vrai pêcheur professionnel, c'est qu'il jette son hameçon dans le plan d'eau, il pêche, il voit l'animal, la taille, l'espèce, il note et il relâche l'animal. Peut-être pour un petit déjeuner ou un petit truc, il peut prendre un spécimen, quoi. Sinon, l'objectif, ce n'est pas de manger, c'est l'acte. Donc, même la chasse, je crois qu'il faut que les gens arrivent à comprendre que, en fait, on l'a bel et bien dit, chasse sportive, ce n'est pas pour aller remplir notre glacière d'outarde ou de gibier. Non, c'est juste d'abord contempler l'environnement, dormir en pleine nature, ensuite pister l'animal, l'abattre et au besoin, donc, le lâcher, le libérer, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, donc, vraiment, il faut que les gens aussi comprennent que cet apport, je peux dire, à défaut des études, quand même, que c'est quand même important dans l'alimentation de la communauté, de manière directe ou indirecte, puisque la faune, avec tout ce que cela comporte, la mobilisation des ressources, hein, notamment les touristes, les visiteurs, tout ça, les gens injectent de l'argent. Et cet argent est redistribué normalement dans un cadre, comment on appelle ça là, de la trésorerie nationale, puisque quand un État régénère de l'argent, on fait des richesses, on crée des richesses, et ces richesses sont redistribuées aux communautés. Et donc, de manière indirecte, là, les communautés, les populations en profitent. Et généralement, au niveau, grâce à la présence de ces ressources animales, donc au-delà de la protéine animale directe qu'on peut manger, les gens qui viennent voir ces ressources qui peuvent aussi aider en cas de problème, par exemple l'école, la santé, tout ça, c'est des choses qui contribuent de manière directe ou indirecte au développement personnel, local de la zone. Et
au-delà de la région et du pays. Donc, voilà le mot que je peux dire. Merci beaucoup, colonel. Je vois que vous, le c'est un engagement. Donc, on laisse je vais aller vite. Bon, vous savez déjà. Peut-être moi, mon mot, ça serait un appel à la mobilisation, disons, de chacun pour pouvoir contribuer, disons, à améliorer notre environnement. Ceci passerait naturellement par la contribution aussi bien du secteur privé parce que, en réalité, les gens n'ont jusqu'à présent pas les soucis de la responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire, nous faisons des études d'impact environnementaux pour pouvoir respecter certains engagements avant d'installer tel ou tel projet. Mais après, ça ne suit pas. Ou bien on le fait juste par conformisme, mais sans aller au-delà. Pourquoi ne pas affecter des grandes ruelles à des grandes sociétés pour dire, bon, Sonidep, tel ruelle, c'est Sonidep qui va entretenir aussi bien les arbres, aussi bien les petites entreprises, ne serait-ce que quelques arbres. Pour moi, il n'y a que cela. Et naturellement, tous les paquets de communication, de sensibilisation doivent aller avec. Mais moi, je pense que ça doit faire partie carrément des choses sur lesquelles on pourrait miser pour faire en sorte que nous puissions véritablement préserver toutes ces sources de protéines, mais aussi améliorer, ne serait-ce que par égoïsme, notre cadre de vie. Merci beaucoup, M. Abdelkader, pour ces mots de sagesse. M. Séverin, on vous écoute aussi. Oui, je pense que nous avons intérêt à diversifier nos protéines aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on diversifie nos sources de protéines. On peut déclarer une journée sans viande, manger que des végétaux. Manger que des végétaux, tout ce qui est plantes sauvages, les faire en salade, mettre un peu de fourrure, des grains de sésame. On diversifie nos sources de protéines. Et d'abord, aussi, il faut que nous faisons encore, quand on liste ce qui est source de protéines sauvages, parce que ce n'est pas encore bien listé. Et il faut que aussi les biochimistes puissent nous aider aussi à voir un peu les taux de protéines qu'il y a dans les aliments, et les médecins aussi soient impliqués pour voir est-ce que ces protéines sont digestibles, est-ce que c'est bien digéré. Donc, il faut que nous revenions à nos sources les bases de protéines, les sources ancestrales. Nous les négligeons. Je donne un exemple tout simple ici. Hein. Vous avez quelque part ici pour manger, on nous présente de aileron de dinde. Je sais qu'au Niger, il y a la viande de bœuf et du mouton. Mais ça vient aussi de l'élevage. Il faut qu'on arrive aussi à valoriser les sources de protéines, par exemple les insectes. C'est aussi des sources de revenus économiques aussi pour la jeunesse, parce que la jeunesse est un manque d'emploi. La jeunesse, le taux de chômage est élevé dans le monde. Admettons si quelqu'un commence par élever, par exemple, tout à l'heure on a parlé des petits mammifères, par exemple. Si les gens ne les consomment pas au Niger, ils peuvent les vendre au Togo, au Bénin et dans la sous-région. Ça leur apporte encore d'argent et des protéines aussi. Peut-être avec le temps, les gens vont diversifier le mode d'approvisionnement en protéines. Hein. Donc, en conclusion, en fait, valorisons davantage nos sources ancestrales de protéines que nous négligeons. Merci. Merci beaucoup, M. Séverin. Ce sont encore des mots de sagesse. Et avec ça, on va conclure ce panel. Donc, nous disons un très grand merci à tous nos panélistes pour leurs éloquentes et édifiantes interventions. Et merci aussi à l'audience pour avoir assisté et pour les contributions que vous avez faites. Et le résumé de ce panel, avec aussi son antécédent qui était aussi mai, sera d'ici quelques temps préparé sous forme d'un petit document qui sera aussi diffusé. Donc, on vous demande de rester à l'écoute pour ça et de participer à la rediffusion du document lorsqu'il sera finalisé. Okay. Entre-temps, on vous souhaite tous un excellent week-end. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez. Okay.
Donc, l'autre, c'était pour vous. Ah, donc, je vous donne moi.